Bonjour, je suis Alice Quinn et je vous lis pendant le confinement des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Bonjour aux nouveaux venus et bien je suis aussi ravie de continuer à avoir les mêmes lecteurs tous les jours qui me suivent et j'espère que vous riez et que ça vous fait du bien. Ce rendez-vous est quotidien, en général il sort autour de midi et je rappelle aux nouveaux venus aussi qu'il s'agit d'une comédie policière et que c'est donc réservé aux lecteurs qui aiment l'humour, qui aiment les lectures légères, de pur divertissement. Le but est de se détendre, d'oublier pendant quelques minutes par jour ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes aujourd'hui au 11e jour, j'espère que tout le monde a pris ses marques, certainement maintenant, et que ces rendez-vous quotidiens avec Rosie vous aident à tenir le coup. Je vérifie juste que j'ai bien mis le son assez fort, peut-être pas, voilà, je le monte un peu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars 2020. Il s'agit de la lecture numéro 9. Hier, nous avons laissé Rosie, qui se rendait au Select et qui s'est fait attaquer par Piotr et Marco, des vieux amis à elle. Ils ont failli l'enlever, mais elle a réussi à s'échapper, non sans qu'ils aient quand même un peu amoché son portrait. Elle court vers le Select. Allez, je commence. Comme une oasis au milieu du désert, la porte du Select apparaît au bout de la ruelle. À bout de souffle, je la pousse et je fais une entrée remarquée dans le café. Les rares clients se figent en me regardant. Léo, assis seul à une table devant un ordinateur, me fixe avec des yeux ronds. Tony, tout à coup, s'agite dans tous les sens. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as à l'œil ? Cri-cri, cri-cri, qu'est-ce qui se passe ? Je te l'avais bien dit que tu ne devais pas accepter quoi que ce soit dans le monde du cinéma. Ce sont des sauvages, des fous. Justement, je m'inquiétais, je me demandais pourquoi tu étais en retard. Si j'avais su, je serais venue à ta rencontre. » Il fouille sous le comptoir, en ressort une quantité industrielle de serviettes en papier avec une bouteille de vodka. Il arrose les serviettes avec l'alcool blanc et me dit de m'allonger sur une banquette en me posant sa compresse sur la joue. « Tiens, ça, pour désaffecter, je reviens. Ouille, ça pique !» Il retourne en courant au frigo, il revient avec des glaçons dans un torchon qu'il pose sur la première couche. Les soins made by Tony. Vodka on the rocks. « Léo, viens nous aider, tu veux ? Tiens bien les glaçons comme ça pour que ça n'enfle pas trop. » « Ouille, aïe, c'est une séance de torture ?» je demande par-dessous le tas de papier alcoolisé et le torchon glacé. « Tiens-toi calme, tu veux ? Je vais te servir un petit rhum pour te remonter, ok ? » « Un rhum à cette heure-ci ? Tu travailles du chapeau ou quoi ? Tu me prends pour une pocharde ? Il t'est arrivé quoi ? T'es tombé ? Tu te souviens des deux malabars qui travaillaient avec le russe ? Quel russe ? Mais mon russe, enfin, Kalash. Ah, ce que les petites appelaient abrutis et crétins, ou parfois les balais de la sorcière ? C'est ça, ceux que j'ai fait envoyer en tôle. C'est eux. Quoi ? Ils sont sortis ? Ouais. Et même leur patron, Kalash, il est sorti. Quoi ? Celui qui dirigeait cet énorme trafic de... Cherche pas, il trafiquait de tout. Son truc, c'est la diversité. Il lui avait saisi des armes, des diams, de la cam. Et avec tout ça, il est déjà sorti ? Arrête de faire l'étonner, Tony, ta naïveté me fait rire. Et quand je ris, ça me tire le coin de l'œil et ça me fait mal. Faut croire qu'il y avait vice de forme. Comme le type qui est sorti au bout de 3 ans après avoir tué sa femme et écopé de 30 ans incompressibles. Vice de forme. Sûrement, ça doit être ça. J'en profite pour dire à Léo de me prêter son téléphone pour la 4G. Tony se penche vers Léo et lui chuchote. Pourquoi elle veut encore Internet ? Eh oh, Tony, je t'ai entendu. Les gars, je suis là. Pourquoi vous faites comme si j'étais aux abonnés absents ? Sûrement qu'elle a un boyfriend en ligne, cafte Léo à Tony, qui manque s'en étrangler. Quoi ? Comment ? Rosie, t'as un petit ami virtuel ? Mais non, je dis à Tony en fusillant Léo du regard. C'est juste pour le boulot. Tu sais, maintenant, c'est devenu très dur. Pour n'importe quoi, on te demande de remplir des trucs en ligne, de savoir faire marcher certains logiciels. Bref, avec mon téléphone basique, j'ai du mal. Tony, agacé par mon mensonge flagrant,
retourne derrière son comptoir. Je me lève comme un ressort. Écoute, de toute façon, je vois qu'il n'y a pas grand monde au café aujourd'hui et tu n'as pas besoin de moi pour les petits déjeuners. En plus, on m'a proposé un boulot très bien payé ce matin même. Et en plus encore, il faut que j'y aille. Et en plus, toujours, il faut que j'aille raconter à Borély ce que je sais sur l'affaire Sergo parce que je ne lui ai pas tout dit l'autre jour. T'en as combien des en plus comme ça? Vas-y, puisque ça te brûle de rejoindre les fadas du festival. Là, je peux plus rien faire pour toi. Pour le passage par la case police, par contre, je t'accompagne. On sait jamais, des fois que tu tombes dans les pommes. Au fait, c'est quoi le boulot qu'on t'a proposé? Hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil. Il éclate d'un bon rire franc, aussitôt accompagné par les deux pelés et les trois tondus qui prennent leur café, par Pascal, notre parano de service, et par Léo. Là, je suis franchement vexée. Ben quoi? Vous croyez que je saurais pas? C'est pas compliqué d'être hôtesse. Non, c'est pas ça, c'est que t'as vu ta tête avec ton cocard et ta prune là, franchement, pour une hôtesse, ça le fait pas vraiment. C'est le moment que choisit justement Pascal, le complotiste tous azimuts, pour s'en mêler. Oh ça, c'est rien. Il y a un site qui donne des conseils aux femmes battues sur comment maquiller les traces de coups. Tu connais pas? Comment? C'est quoi cette horreur? C'est légal ça? Aider les femmes à masquer le fait qu'elles se font frapper? Tu veux dire que tout le monde va croire que je suis une femme battue? Et depuis quand tu sais un truc aussi chelou, toi? Je croyais que tu te cantonnais au domaine des grands complots, les chemtrails, les reptiles extraterrestres à l'allure humaine gouvernant secrètement notre planète et tutti quanti. Tu trouves pas que c'est un grand complot, toi, Cricri? Tu me déçois. Pourtant, le complot qui a décidé que les femmes n'avaient pas d'âme, ou qu'elles étaient trop connes pour voter, comme pour avoir un compte en banque, ou un chéquier. Et je ne parle pas des autres pays ou religions, là, je te parle de notre douce France. Qu'est-ce qui t'arrive, Pascal? Demande Tony, abasourdi. Je savais pas que t'étais féministe. Et pourquoi pas? T'es bien végane et spéciste. De toute façon, j'appelle pas ça féministe. Je traque les complots depuis un sacré moment. Et c'est un des plus gros au monde. Tellement gros qu'on voit plus que c'en est un. Et il dure depuis des millénaires. Je réfléchis un moment et je réponds. J'ai jamais vu tout ça sous l'angle d'un complot. Dans ma famille, j'ai connu que des femmes. C'est comme qui dirait un matriarcat chez nous, alors. Je me rends pas compte des problèmes. Tu pousses pas un peu? Tu veux une liste des mutilations physiques faites aux femmes au nom de la raison d'État? Les pieds bandés, les femmes girafes, les excisions. Arrête! L'horreur! Ça, c'est comme quand on me montre les élevages de poulets ou les gavages d'oies. Je supporte pas. Eh bien, moi, j'appelle ça un gros complot, cri-cri. La moitié du ciel contre l'autre moitié, et sans compter les femmes collabos dans le système. Bon, allez, faut que j'y aille. Et voilà notre plombier spécialiste des complots qui sort avec un clin d'œil. Léo, tu me remplaces un moment au bar en attendant ta mère? Demande Tony. Désolé, je ne peux pas, j'ai cours dans un quart d'heure. Tony entreprend alors de mettre dehors tous les clients, même ceux qui n'ont pas fini leur café, pour fermer sa boîte. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Je lui demande. J'ai pas envie que tu recroises la route de ces deux frappés, dit Tony. Je pense à tes gosses, moi. Ah, là, il commence carrément à me galoper sur la fève avec ses sous-entendus, comme quoi moi, je penserais pas à mes gosses. Après avoir fixé sur ma pommette un sparadrap qui ne cache pas l'étendue du désastre, je me dirige vers le commissariat, Tony à mes côtés, comme s'il avait peur que je disparaisse. Moi qui pensais qu'on allait me recevoir avec les honneurs chez les flics, vu que je devance leur convocation, je suis bien douché dans mes illusions. On me dit même d'attendre. Vous êtes convoqué demain. Oui, ça je savais, mais comme je passais par là, je me suis dit que ça ferait avancer l'enquête si je me pointais maintenant. Est-ce que vous pouvez prévenir le commissaire Borély? Nous avons des consignes précises. Désolé. Il m'énerve tellement que je décide de les laisser se débrouiller tout seuls. Écoutez, vous direz à Borély, premièrement, que je ne suis pas à sa disposition, et surtout que de toute façon, je ne sais rien de cette affaire. Voilà, puisque c'est ça. Vous l'aurez voulu.
Ça ne sert donc à rien que je vienne demain. Vous pouvez noter, je reviendrai pas demain. Tony me fait des gestes désespérés pour que je me calme. Je sens qu'il se met derrière moi et qu'il jette des regards complices au policier, pour lui expliquer qu'il ne doit pas faire attention, qu'il ne doit pas prendre la mouche, que je suis nerveuse, qu'il ne faut pas tenir compte de mes propos. Écoutez, mademoiselle, ce n'est pas vous qui décidez du protocole de l'enquête. Si le commissaire Borelli a décidé de vous convoquer demain, c'est demain qu'il faut venir. Et maintenant, veuillez passer votre tour, vous n'êtes pas la seule ici, j'ai d'autres chats à fouetter. Je quitte la pièce à grands pas, je me cogne dans la porte vitrée, je pars en boitillant dans la rue. Tony me court derrière. Juste à ce moment-là, mon grillon se met à sonner. C'est Borelli. Maldon, qu'est-ce que c'est que ces manières de venir faire des esclandres dans mon commissariat? Des esclandres, moi? C'est la nouvelle façon de s'exprimer dans la police? Des esclandres? Simplement parce que je veux venir témoigner et que j'ai une déposition à faire? Écoutez, Maldon, je vais vous expliquer. Calmement. Vous n'êtes pas encore commissaire de police. Est-ce que vous en avez conscience? Vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique non plus. Ce qui sous-entend quoi, Maldon? Hein? Vous en avez une petite idée? Je vais vous le dire, moi. Ce qui sous-entend que c'est moi qui décide le temps et le lieu des interrogatoires, l'ordre de déroulement des enquêtes, si une enquête est plus importante qu'une autre ou pas. Donc, la convocation est pour demain. Donc, je vous attends demain au commissariat. C'est clair? Donc, vous vous en fichez complètement de savoir ce qu'il m'est arrivé ce matin. Et surtout, vous ne m'enlèverez pas de la tête que tout le monde se fiche carrément en ce moment de l'enlèvement de ce pauvre Sergo. Le mot enlèvement est de trop, Maldon. Rentrez bien dans votre petite tête que l'enquête ne fait que commencer. Nous pourrons déclarer qu'il y a eu enlèvement dans cette affaire seulement lorsqu'elle sera terminée. C'est compris? Grrr. Ah, je reconnais bien là votre façon de vous exprimer. Vous êtes revenu à votre état de base? Vous me rassurez. J'hésite entre raccrocher tout de suite ou lancer une dernière réplique, histoire d'avoir le dernier mot. C'est toujours très important pour moi. Gardez vos sarcasmes à la noix de coco pour vos collègues de pétanque, monsieur Borelli. Et là seulement je lui raccroche au nez. C'est vrai. Pour qui il se prend? D'ailleurs, il commence un peu tous à me courir sur le flageolet. Je demande qu'une chose, moi. Bosser un peu, être payé de temps en temps, et sûrement pas me ramasser tous les cactus de la terre. 36. Je fonce dans les rues jusqu'à mon nouveau boulot, suivi de Tony qui prend au sérieux son rôle de garde du corps. Décidément, on ne va pas s'en sortir. Tout en marchant, je lui dis « Si maintenant les gardes du corps doivent avoir des gardes du corps, jusqu'où irons-nous? C'est comme les psys qui ont besoin de psys et les avocats qui ont besoin d'avocats. À la fin, ça fait un monde rempli d'avocats, de psys et de gardes du corps. » Il prend tellement son rôle au sérieux qu'il ne me répond pas. Il s'est mis en mode chien de chasse, comme moi samedi. Son regard effectue des tours à 360 degrés partout où on passe. Il scrute chaque personne, chaque visage. Il guette les bombes, les terroristes, les agresseurs en trottinette. Comme moi l'autre soir à la projection avec Sergo. Mode bodyguard, quoi. Calme-toi, Tony. Ils ont raté leur coup ce matin. Ils recommenceront pas de sitôt. J'en suis sûre. À vrai dire, je n'en mettrai pas ma tête à couper. Mais j'ai pas envie qu'il me colle comme ça toute la journée. Quand nous arrivons devant, ou plutôt derrière l'hôtel, à la porte de service, je me retourne vers lui et je lui dis carrément « Écoute, Tony, j'apprécie vraiment. Je sais que ça part d'un bon sentiment, même si je comprends pas très bien pourquoi tout d'un coup tu t'intéresses tellement à ma santé. Mais là, maintenant, il faut que tu me laisses. Pourquoi tu me parles si lentement, comme à un étranger qui comprendrait pas le français? T'inquiète pas, je vais pas te coller longtemps. Bon, allez, je rentre. Appelle-moi quand tu auras fini ton boulot, je reviendrai te prendre. » Je hausse les épaules et, disparaissant derrière la lourde porte, je le plante au milieu des cars parc valet service. 37.
À mon arrivée dans la suite royale de mes collègues de Cinoche, je trouve, juste à 2 mètres de la porte, qui reste ouverte toute la journée, un joli petit bureau, tout blanc, recouvert de dépliants, qui présente le travail de Lyon Queen Productions. Jusque-là, tout semble logique. Tous les gens qui bossent et qui courent dans tous les sens me regardent par en dessous. Personne n'ose faire une remarque sur mon cocard. Je sens la pitié contenue dans les expressions. Il avait raison, Pascal. Tout le monde pense que je suis une femme battue. Je relève le menton et, très fière, je m'installe derrière mon bureau. Et là, je découvre avec ravissement une tablette électronique juste devant moi, avec la Wi-Fi. Ah, ils ont vraiment pensé à tout. Je me retiens de toutes mes forces de foncer sur mon site de rencontre pour discuter avec mes petits amoureux. Il faut quand même que je bosse un peu. Et pendant la première heure, je me tiens bien droite sur ma chaise. Un sourire plaqué sur le visage, prête à accueillir les moindres visiteurs et à leur transmettre les horaires de projection de notre film Love Soccer au marché du film. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun de visiteurs. Qui s'adresse à moi, je veux dire. Tous les gens qui entrent dans cette suite ou qui en ressortent n'ont absolument pas besoin de moi. Ils ont tous une fonction, un rôle bien défini, beaucoup mieux que le mien. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils entrent en coup de vent, courent dans tous les sens, s'agitent et repartent sur le même rythme. Comme les autres jours. En général, ils foncent sur quelqu'un qui est dans la pièce en criant son prénom et en échangeant des tas de bisous. Mais surtout, en passant devant mon comptoir, sans me regarder. Au bout d'1 heure, je m'autorise une petite incursion sur la tablette pour checker mes messages et sans m'en rendre compte, je plonge avec délice dans un échange amoureux platonique et littéraire rempli de blagues foireuses et de jeux de mots ineptes avec plusieurs interlocuteurs en même temps. Tout à coup, la porte de la chambre s'ouvre et Blanche d'Orsay en sort précipitamment. Je sursaute avec un vague sentiment de culpabilité. Elle fonce vers moi et s'assoit à mes côtés. Cri-cri, il faut que je te dise quelque chose. Je ris nerveusement. Je n'aime pas beaucoup les phrases qui commencent comme ça. Vous allez encore me virer ? Non, il ne s'agit pas de ton boulot, c'est parfait, tu le fais très bien. Bon, alors ça tombe bien, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. C'est le moment, demande-lui 50 €, allez, ton acompte, vas-y. Et soudain, elle découvre mon visage. Oh, mon Dieu, ton œil, ta joue, ta pommette. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a soudain un long silence. Je vois passer dans ses yeux le spectre de la femme battue, celle qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, en France. J'entends la voix de mon complotiste préféré. Tu fais bien de rajouter en France, parce qu'ailleurs c'est encore pire. Et voilà que j'ai honte. Je comprends l'effet que ça doit faire et pourquoi la plupart du temps, ces femmes ne veulent pas avouer ce qui s'est passé, encore moins porter plainte. J'ai honte, simplement à cause du regard des autres. Tu vis avec quelqu'un en ce moment ? J'éclate d'un rire forcé. Non, Madame d'Orsay, ne vous inquiétez pas. Vous savez, les bons hommes, chez moi, c'est plutôt le contraire. N'oubliez pas que je suis garde du corps. Je sais placer les coups de pied là où il faut pour maintenir les hommes à leur place. Et puis, vous savez, j'ai été élevée par une dynastie de femmes fortes. Étrangement, elle change soudain d'expression et me demande, sur un ton rêveur. Ah oui ? Comment ça, des femmes fortes ? Tu n'as pas eu de père ? Pas vraiment, non. J'aurais peut-être pu avoir des oncles de passage, mais c'était juste pas le genre de ma mère. Elle a été la femme d'un seul homme, mon père. Et alors ? Alors, eh bien, je sais pas trop. Il semble qu'il ait paniqué quand il a su que j'allais naître. Bref, je l'ai jamais connu. Et il t'a pas manqué ? Manqué ? En même temps que je lui réponds, je me demande à quoi rime cet interrogatoire. Pour une fois, j'essaye d'être maligne et de ne pas lui montrer que je trouve son comportement louche. Bonne question. À vrai dire, je me la suis jamais posée. J'ai été élevée par ma mère et par ma grand-mère, Mémé Ruth. Elle a toujours continué à avoir des tas d'amants, bien sûr,
tandis que ma mère menait une vie de bonne sœur. Je l'ai toujours connue avec une radio vissée à ses oreilles, en train d'écouter la dernière chanson à succès. Blanche a soudain un sourire vague et nostalgique. C'est vrai, j'avais oublié comme elle aimait chanter. Même si elle a chuchoté ces mots, j'ai très bien entendu. Vous avez connu ma mère? Elle se trouble, baisse les yeux. Oui, je l'ai connue. Tu lui ressembles beaucoup, Cricri. Elle a été comme une sœur pour moi. Les derniers mots sont sortis dans un souffle. C'est bizarre, elle ne m'a jamais parlé de vous. Telle que je la connais, si elle avait eu une amie productrice, elle aurait fait des mains et des pieds pour me convaincre de vous contacter pour avoir un bon boulot. Elle se faisait tellement de soucis pour mon avenir, surtout quand j'ai redoublé ma 4e 3 fois. Tu as redoublé ta... Oui, enfin, pas la peine d'en faire un fromage. Je comprends son inquiétude. Si elle ne m'a pas écrit, c'est certainement parce qu'elle n'a pas su que j'étais devenue productrice. On s'est connus avant ta naissance. Et ensuite, on s'est perdu de vue. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent, surtout quand les gens bougent. Et vous avez bougé. Elle me regarde fixement, et la vue des marques sur mon visage la fait retomber dans le réel. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? D'où viennent ces marques? Vous n'allez pas me croire. Vous savez, l'espèce de sponsor russe de votre film, celui qui était à la projection l'autre soir avec Girard et le Chinois. Vous n'avez peut-être pas remarqué, il était entouré de 2 gardes du corps. Oui, je les connais, enfin je les connais, c'est un grand mot, je les ai toujours vus à ses côtés. Eh bien, c'est eux, ils me sont tombés dessus ce matin. Comment? C'est quoi cette histoire, tu veux dire? Tombés dessus? Eh bien, c'est très simple, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont fait une clé au bras, ils m'ont filé une baigne, ils m'ont foutu par terre, et je n'ai réussi à m'en sortir que parce que je suis une super bodyguard, contrairement à ce que tout le monde pense. Mais c'est très grave ce que tu racontes. Que voulait-il exactement? Exactement, je ne sais pas. C'est peut-être une vengeance, parce qu'il se trouve que je les ai connus il y a quelques années, et ils ont fait de la prison grâce à moi. J'éclate d'un rire carnassier. Voyons, ce n'est pas drôle du tout cette histoire. Ça ne m'amuse pas, tu es en danger. D'ailleurs, tout le monde est en danger ici maintenant. Penses-tu que ça a un rapport avec Sergo? Son évaporation? Si vous voulez mon avis, ça a un rapport direct. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre diagnostic comme quoi Sergo a mis en scène sa disparition. Je pense qu'il a été vraiment enlevé. Par Girard, par le Russe, par le Chinois. Parce qu'en fait, Girard ne veut pas qu'il épouse sa fille. C'est certainement ça qu'il m'a baragouiné l'autre jour dans la salle de bain, avec son long discours où j'ai rien compris. Tu as peut-être raison, Cricri. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te mettre sous la direction de la police. Je lui parle plus. À qui? À Borelli. Elle entame alors un long serment sur la prise de risque, le danger que je cours, la nécessité d'aller voir la police. Au milieu du tourbillon des branchés ciné très affairés, je n'écoute plus le laïus plombant qui sort de la bouche de madame d'Orsay. Elle se prend pour ma mère ou quoi? Tandis que mon regard se fait lointain, je vois soudain mon Ismène qui passe dans le couloir. Ismène? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je laisse en plan la sermonneuse pour courir après mon amie. 38. Ismène, qu'est-ce que tu fous ici? Elle se retourne et me regarde un long moment avant de me répondre, puis elle écarte les bras en faisant des 2 mains le signe de la victoire et elle chante. Pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pa. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu chantes ce truc-là? C'est la 5e de Beethoven, tu connais pas? Ça veut dire victoire. Pourquoi tu chantes victoire? Pour te dire bravo, façon Radio Londres. Arrête un peu avec tes messages codés de la Seconde Guerre mondiale BBC. Je vois pas le rapport là. Tu vois pas? Ton œil au beurre noir là, ben voilà. Bravo, victoire, t'as bien réussi à te faire amocher. C'est bien, chapeau. Comme d'habitude, t'es la meilleure. J'ai vu tes exploits sur internet, franchement, tu te surpasses.
Ça pouvait que finir comme ça, au lieu d'appeler les copines, hein? Ismène fait de la boxe française et du catch avec Gaston. Alors elle est persuadée d'être devenue une vraie superwoman. Elle. T'es jalouse. Moi, jalouse? Oui, parce que toi, tu fais pas le buzz comme superwoman. Crois-moi, j'aurais préféré que ça arrive pas. C'est sûrement à cause de ça que les Russes m'ont retrouvée. Blanche d'Orsay, intriguée par mon comportement, apparaît soudain dans l'embrasure de la porte. Elle salue Ismène, me demande de la présenter et si elle peut l'aider. Ismène la regarde des pieds à la tête. C'est son côté dragueur, enfin. Je reconnais que depuis qu'elle est avec Véro, ma meilleure amie, elle file le parfait amour et elle s'est rangée des voitures. Ce qui ne l'empêche pas de jeter des regards appréciateurs sur les jolies femmes. Pourtant, je n'ai pas l'impression que Blanche d'Orsay soit vraiment son genre. En réalité, son regard, cette fois, serait plutôt inquisiteur. Je cherche une boîte de production pour leur transmettre une invitation de la part du maire. Vous êtes qui, vous? Lyon Queen Productions, pourquoi? Vous avez le film roman sur le foot qui s'est écrasé en vol, c'est ça? Soccer quelque chose? Love, Soccer. Oui, mais nous avons d'autres productions, nous. Alors que la productrice va se lancer dans la description de toutes les activités de la boîte, Ismène la coupe brutalement. Si c'est vous, Soccer, je vous donne l'invite. Bon, moi je dois y aller là. Tu viens avec moi, Cricri? J'aimerais bien que tu me racontes ce qui est arrivé à Tajou. Le grand-duc vole la nuit. La voilà repartie dans ses délires codés. Désolée, Ismène, je peux pas venir là. Je suis en plein boulot. Comment ça, en plein boulot? Tu fais quoi? Hôtesse d'accueil pour Lyon Queen Productions. Ismène éclate de rire, le même rire moqueur que Tony ce matin. Depuis quand on prend des gueules cassées pour faire l'hôtesse? Demande-t-elle. Quand nous l'avons engagée, son visage était intact, dit Blanche, sur un ton pincé. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame d'Orsay? Est-ce que vous regrettez de m'avoir embauchée? Confuse, elle essaye de se rattraper et je me demande de nouveau ce qu'elle cache. Depuis quand une patronne se soucie de ne pas blesser son employé par un propos déplacé? Elle finit par rentrer dans la suite. Méfie-toi, Cricri, je la sens pas, cette femme-là. Arrête avec tes délires parano, Ismène. Tu veux juste te faire remarquer parce que tu n'as pas été sacrée superwoman par le buzz. Du coup, tu vois des punaises là où il n'y en a pas. Pou. Et c'est pas tu vois, c'est tu cherches. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu m'as très bien comprise. Tu cherches des poux. C'est agaçant, ces gens qui me reprennent tout le temps, alors que c'est leurs oreilles qui sont cradingues. Elle tourne les talons et s'éloigne vers l'ascenseur. Allez, ciao, tu sais où me trouver. Je rejoins mon petit comptoir d'hôtesse, un peu mal à l'aise. J'ai plutôt confiance dans le jugement d'Ismène et là, franchement, ce qu'elle m'a dit m'inquiète. D'autant plus qu'elle ne fait que confirmer ce que je ressens depuis le début. Il y a quelque chose qui cloche chez les d'Orsay. Et puis ce prénom-là, non mais Blanche, j'y crois pas. Une amie de ma mère, Blanche, sérieux, songeuse, je plaque un sourire sur mon visage amoché, prête à tendre un dépliant au premier visiteur qui se pointerait. Blanche d'Orsay ressort en coup de vent de son bureau, se précipite chez moi en me tendant un iPhone. Tenez, c'est un téléphone de fonction. Regardez les SMS, je viens de vous envoyer tous les codes et les numéros dont vous pouvez avoir besoin dans l'exercice de vos fonctions, etc. Vous pouvez entrer vos contacts et vous en servir. Y a la 4G? Oui, exactement, c'est pratique pour communiquer, s'envoyer des emails, des photos et tout. On l'appelle depuis l'autre pièce, elle se ressauve. Je regarde ce qu'elle m'a mis comme contact. En fait, de tous les codes, c'est essentiellement son numéro, celui de son mari Sergo et celui d'Audrey qui sont dedans. Et voilà, je termine ici.